Mais que se passe-t-il au pays de Pasteur et de l'excellence scientifique? Campagne nationale d'éducation antituberculeuse. À l'Institut Pasteur, la fabrication du vaccin BCG est accélérée. Pourquoi certains médicaments efficaces, rentables et qu'on savait produire à la chaîne en France il y a 100 ans sont aujourd'hui inaccessibles? On vous répond tout de suite dans Complément d'enquête. Bonsoir. La France n'a jamais connu une telle pénurie. L'an dernier, près de 2500 médicaments ont eu des problèmes de ravitaillement. C'est presque 30 fois plus qu'il y a 10 ans. On estime ainsi qu'un patient français sur 4 y a déjà été confronté. Je ne peux pas supporter l'idée que mon mari soit décédé parce qu'il y avait une rupture d'approvisionnement. À l'aide de documents internes, de témoignages inédits, on vous révèle ce soir comment certains laboratoires vont jusqu'à organiser de fausses pénuries de médicaments, des ruptures de stock dans le seul but de faire gonfler les prix. Big Pharma joue-t-il avec notre santé? On posera la question tout à l'heure dans les fauteuils rouges à notre ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. C'est elle qui est chargée de négocier avec les labos. Regardez d'abord l'enquête édifiante de Julie Lotz, Olivier Broutin pour Dreamway Productions et on en parle après. En novembre 2016, le compagnon de Claudette Kérôme a été admis à l'hôpital pour recevoir un traitement contre son cancer du sang. Mon mari s'appelait Michel et il avait 63 ans lorsqu'il est décédé. Je l'ai appris de façon très brutale par un appel téléphonique d'un médecin à 5h30 du matin. Je vous dis pas le désarroi, la panique, c'est l'horreur. Pourtant, l'état de Michel Kérôme s'améliorait. Il avait bon espoir d'être soigné grâce à une chimiothérapie. Mais au dernier moment, ses médecins ont changé une molécule essentielle de son protocole. Lorsqu'il a été hospitalisé, donc il a été considéré en bon état général. Le traitement initialement prévu donc, devait bien se dérouler. Ce protocole prévoyait la combinaison de 4 produits. Et il y en a un qui a été modifié, donc c'est le melphalan qui a été remplacé par la cyclophosphamide. Son nom commercial, c'est Landoxan. Enquête ouverte au CHU de Nantes après la mort de 3 patients soignés pour un cancer. Leurs médicaments habituels avaient été changés, mais rien ne permet d'accuser le nouveau traitement, précise ce soir Marisol Touraine. Dans ce journal également des techniques... Que s'est-il passé dans ce service où Michel Kérôme et 2 autres patients sont décédés en quelques jours à peine? Pourquoi leur traitement a-t-il été modifié? Immédiatement après ces drames, Olivier Terrien et Patrice Leluel, 2 aides-soignants syndiqués, tentent d'obtenir des informations. On a trouvé obstacle, en fait, un obstacle de le cadre du service qui nous a empêché de rentrer en contact premier avec les soignantes, les infirmières dans la salle de soins. Donc là, on a passé ces obstacles et on a senti, une fois qu'on a pu rentrer dans la salle de soins, que le personnel était sous pression et qu'en effet, ils avaient une consigne de ne pas communiquer sur le sujet. Au sein du service, l'omerta règne. Mais 4 ans plus tard, un personnel soignant raconte le chaos qui régnait alors. Il ne sait pas qu'il est enregistré. On a eu des patients qui nous ont fait des gros soucis, mais immédiatement, tout de suite après l'injection du produit, c'était rapide. Dès que le premier traitement, ça s'est mal passé, le deuxième, le troisième, en 8-10 jours, c'était pour le pas de combat. Et sur le coup, c'est vrai que c'est flippant et puis stressant. Quand on te dit, mais non, mais c'est fini, on arrête ça, ça venait du produit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci et qu'une trop grosse toxicité. Le service d'hématologie du CHU de Nantes est alors en plein désarroi. Les médecins ont modifié le traitement de leurs patients car ils n'avaient pas d'autre choix. La molécule initialement prévue était en rupture d'approvisionnement. Après les décès, des échanges de mails entre médecins, saisis depuis par la justice, s'inquiètent des conséquences de cette pénurie. Ça fait chier de changer nos habitudes pour des questions de livraison de médicaments. Quelques jours plus tard, un autre courriel tire la sonnette d'alarme.
Il semble que la mortalité toxique soit beaucoup plus haute qu'attendu globalement. Le médecin auteur de ce mail ajoute: Le directeur général de la santé me demande de garder cette info ultra confidentielle. La version livrée aux familles semble en effet avoir été édulcorée. Le médecin m'a dit que mon mari avait fait un arrêt cardiaque et qu'il était décédé. Non. On vous a jamais dit que c'était en lien avec le traitement? Non, pas du tout, non, non. Une instruction cherche toujours à déterminer la responsabilité du traitement de substitution dans les décès de Nantes. En attendant, le chef de service de l'époque regrette qu'une pénurie les contraint à administrer un médicament plus dangereux pour ses patients. On sait que l'endoxan est plus cardiotoxique et c'est pour ça qu'on préfère utiliser d'ailleurs le melphalan à l'endoxan. Est-ce que c'est seulement lié à l'endoxan ? Peut-être, possiblement, mais moi on ne peut pas l'assurer à 10 000%. Je pense qu'effectivement, l'endoxan était en cause pour ces patients. Encore une fois, j'aurais préféré utiliser du melphalan parce que la toxicité de l'endoxan dans cette situation est connue. La pénurie a cessé peu de temps après le décès du mari de Claudette. J'ai appris par la suite qu'il y avait eu un réapprovisionnement en melphalan très rapidement. Combien de temps après? Je crois que c'est dans la semaine qui suivait. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas attendu une semaine de plus? On téléphonait à la firme qui importait le melphalan et il disait, nous on a X flacons de melphalan, on va en donner tant à Bordeaux, tant à Nantes. Et on a géré comme ça, c'était des coups de téléphone quotidiens pour savoir si on pouvait avoir accès ou pas à X flacons pour traiter nos malades en temps et en heure. Je ne peux pas supporter l'idée que mon mari soit décédé parce qu'il y avait une rupture d'approvisionnement. Combien de patients sont privés du meilleur traitement pour se soigner? En France, un malade sur 4 a déjà été confronté à une pénurie. L'an passé, notre pays a essuyé près de 2500 ruptures de médicaments, contre 89 seulement il y a 10 ans. Les quantités qui sont livrées par les industriels sont trop faibles, donc on n'en a pas assez. Au palmarès des médicaments les plus en pénurie, les anti-infectieux, 21%, les traitements du système nerveux, 19%, ou les anticancéreux, 14%. Des molécules vitales et des manques parfois dramatiques pour les malades. Pendant la pénurie, eh bien, les patients ont été moins bien traités et ils ont eu plus de récidives que les autres. En 30 ans, les fabricants européens de matières premières pour les médicaments ont pratiquement tous disparu. L'Europe ne fabrique plus que 20 à 30% des principes actifs en termes de volume par rapport à l'Asie. Ça fait très longtemps qu'on alerte sur cet état de fait. Délocalisation massive, manque de stock. On a encore environ 40 jours de stock. Mais aussi abandon de traitements essentiels qui ne dégageraient pas assez de profit. Ça s'appelle un Sanofric. C'est avec ça que Sanofi fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fabrique plus des médicaments, on fabrique des dividendes, madame. Pire encore, les patients sont parfois victimes de pénuries organisées pour faire flamber les prix. C'était une sorte de chantage. Ils ont créé des pénuries artificielles de médicaments. Et on parle de médicaments qui sauvent des vies. Avec la pandémie de coronavirus, le monde a soudain pris conscience de la fragilité de notre système d'approvisionnement en médicaments. Dans les hôpitaux, les besoins en curare, ce traitement qui permet aux malades, notamment du Covid, d'être oxygénés, ont explosé. Face à la pénurie mondiale, les pharmaciens du CHU de Lille en sont arrivés à créer leur propre atelier de fabrication. Ce qu'on fabrique derrière cette vitre, c'est des injectables de curare. C'est un médicament essentiel en réanimation puisque ça permet
d'aider le patient à être intubé. Le curare, ce puissant toxique qui permet d'immobiliser la paroi thoracique, est indispensable pour les patients en détresse respiratoire. Écoute, ça a l'air de marcher. Ces pharmaciens n'avaient plus fabriqué de médicaments depuis près de 30 ans. Car seuls les industriels sont autorisés à produire. Mais en raison de la crise sanitaire, l'hôpital de Lille a obtenu une autorisation spéciale pour pallier les carences des labos. Aujourd'hui, par mois, on reçoit à peine quelque chose pour 5 jours. Les quantités qui sont livrées par les industriels sont trop faibles, donc on n'en a pas assez, donc on est en rupture et donc on produit pour éviter que les patients n'aient pas leur traitement. Aujourd'hui, 5000 ampoules de curare vont sortir de ce laboratoire artisanal. De quoi tenir 3 semaines en réanimation. En ce mois de mai 2021, le laboratoire américain censé approvisionner l'hôpital en fournit 4 fois moins. Une fois que ça a été contrôlé totalement, on va étiqueter pharmacie CHU de Lille, rue Philippe Marache. Pour les anesthésistes, ces ampoules maison ont permis à tous les malades d'être intubés et de bénéficier de la meilleure assistance respiratoire possible. Au plus fort de la crise, c'est souvent 3 à 4 ampoules par jour pendant facilement une semaine. On n'a jamais manqué de médicaments. La pharmacie a toujours été très réactive et a trouvé des solutions pour éviter qu'on soit en manque. À Lille, le système D a fonctionné, mais c'est une exception. Les pharmacies des hôpitaux sont de plus en plus confrontées aux pénuries. À Toulouse, dans ce hangar à médicaments, Dorothée Pécani se démène pour approvisionner les 3000 traitements pour les patients du 4e hôpital de France. Moi, j'ai fait mon internat ici, je suis pharmacien assistant depuis 2008 ici. Et aujourd'hui, on a fait x5 au niveau des médicaments en rupture en 10 ans. Oui, bonjour. Je vous appelle pour le suivi d'une commande, s'il vous plaît, qu'on vous a passé le 25 février pour le laboratoire MEDAC. Au premier étage de l'entrepôt, 3 personnes s'occupent à plein temps de contacter les fournisseurs pour limiter les nombreuses ruptures de livraison. Il y en a environ donc, 500 par an. 500 par an, c'est 17% de notre livret thérapeutique, donc c'est quand même assez important. Là, on a tous les produits qui sont en rupture à aujourd'hui. Il y a les antibiotiques, anti-inflammatoires. Les anesthésiens, les curares. Il y a des anti-infectieux, il y a des immunoglobulines, il y a des allergènes. Toutes les classes de médicaments qui existent. Selon ces pharmaciennes, l'un des gros problèmes, c'est qu'elles ne disposent que d'un seul fournisseur. Ça marche comment en fait? Vous travaillez avec combien de fournisseurs en général? Pour chaque médicament, on a un seul fournisseur référencé, parce qu'on a les codes des marchés publics qui fait qu'on a pris un seul fournisseur et qu'on ne peut pas aller sur d'autres fournisseurs parce qu'on est un établissement public et le code des marchés publics fait qu'actuellement, dès qu'un produit a de la concurrence, on choisit un seul fournisseur. Un fournisseur unique par traitement et pour l'ensemble des hôpitaux français. Car pour faire des économies, ils se sont regroupés en centrale d'achat. En Bretagne, Panpharma est le laboratoire choisi pour livrer une dizaine d'antibiotiques, ces médicaments les plus en pénurie. Bonjour. Bonjour. À sa tête, depuis près de 30 ans, Marie-Hélène Dick. L'industriel regrette cette politique de centralisation des commandes, trop risquée selon elle. Dans le code des marchés publics, c'est un fournisseur au prix le plus bas. Si ce fournisseur est défaillant, eh ben, il y aura plus facilement des pénuries. La sagesse aurait voulu que peut-être il n'ait pas le prix le plus bas, mais au moins 2 fournisseurs, et en particulier sur des médicaments essentiels. Dans cette usine, on assemble tous les ingrédients pour fabriquer des antibiotiques génériques,
De vieux médicaments vendus pas cher, comme cette pénicilline pour traiter les infections graves du cœur. Voilà le médicament final que l'on fabrique. Donc vous voyez, c'est un flacon, ça fait à peu près 15 millilitres. En moyenne, un flacon comme ça, avec tous les contrôles et tous les investissements, c'est vendu moins d'1 euro aujourd'hui. Pour faire des profits malgré tout, Panpharma achète la plupart de ses matières premières à l'autre bout de la planète. Dans cette allée, il y a principalement donc, de la matière première stérile. Donc par exemple, voilà, cette céphazoline qui vient de Chine. On a ce qu'on appelle la piperacilline tazobactam. C'est une pénicilline aussi extrêmement employée, donc qui vient aussi de Chine. Donc vous voyez, il y en a là un petit peu partout. Il y a une matière première que vous connaissez bien qui s'appelle l'amoxicilline. Donc celle-là vient aussi de Chine. Cet antibiotique le plus prescrit à l'hôpital est produit à des prix imbattables par un géant pharmaceutique chinois. En 30 ans, 80% des principes actifs de nos médicaments, les substances qui soignent, ont été délocalisés en Asie. Voici l'usine de United Laboratories en Mongolie intérieure qui produit principalement des matières premières pour les antibiotiques. Ce site s'étend sur plus de 200 hectares. Une gigantesque usine mise en avant dans ce clip promotionnel. C'est l'une des usines les plus importantes de Chine. Les matières premières qu'elle produit sont exportées vers plus de 20 pays dans le monde. Pour fabriquer leurs médicaments, les industriels français sont très souvent tributaires de fournisseurs asiatiques, parfois uniques. Une dépendance à l'origine de plus d'un tiers de nos pénuries. Sur une pénicilline qui est extrêmement prescrite à l'hôpital, le principal fournisseur est chinois. Et malheureusement, donc l'année dernière, l'usine de ce chinois a explosé, si bien que pendant 1 an, il n'a pas pu produire et le monde entier, en fait, a été en pénurie avec cet antibiotique parce que le fournisseur européen qui restait n'a pas pu subvenir aux besoins énormes, je dirais, de la planète entière. Face aux ruptures d'approvisionnement, les hôpitaux constituent-ils des stocks suffisants? Retour au CHU de Toulouse, où Dorothée Pécani veille sur les réserves de traitements essentiels, comme le mycobutin, un médicament contre les infections pour les malades atteints du sida. Et on a 70 jours de stock pour le mycobutin. Pour moi, c'est bien. 2 mois et demi, ce n'est pas si mal, mais insuffisant, car les pénuries durent en moyenne 3 mois et demi. Donc là, l'amoxicilline, 50 jours de stock sur ce produit-là. Moins de 2 mois pour cet antibiotique injectable. Selon Dorothée Pécani, la politique des stocks des hôpitaux souffre d'un manque de prévoyance. On avait fait une étude il n'y a pas longtemps en se disant que si on augmentait rien qu'à 3 mois nos niveaux de stock de certains produits, on passait à côté de la moitié des ruptures pour lesquelles on est en rupture actuellement. Donc c'est au niveau du budget de l'hôpital. Ouais. On a un budget prévisionnel sur les médicaments avec un pourcentage d'évolution qu'il faut qu'on maintienne et qui nous est imposé par le ministère. En juillet 2019, le ministère de la Santé avait pourtant annoncé un grand plan pour lutter contre les pénuries. C'était après la parution du rapport de la mission d'information parlementaire dirigée par Jean-Pierre Decool. Ce sénateur avait notamment pointé le manque criant de stock et recommandé aux autorités de contraindre les laboratoires à constituer des réserves. Un travail salué par le ministre Olivier Véran en janvier dernier.
Monsieur Véran, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Decool, je connais le rapport que vous aviez fait sur la pénurie de médicaments, qui était un rapport de grande qualité et sur lequel nous nous appuyons encore aujourd'hui pour prendre certaines décisions. Le ministre Véran, quand il me rencontre, il rappelle la grande qualité de mon rapport. 2 mois après les compliments du ministre de la Santé, l'application de la loi n'a plus rien à voir avec la promesse. Le décret prévoit une obligation d'avoir des stocks pour 2 mois, alors que nous avons, avec les professionnels de santé, évalué les pénuries à 14 semaines. 14 semaines, c'est 3 mois et demi, c'est pas 2 mois. C'est presque de l'enfumage. Le manque de prévoyance n'est pas la seule cause des pénuries. Les malades sont régulièrement victimes des choix stratégiques des laboratoires. Dans la campagne bourguignonne, les parties de chasse de Marc Bernard sont beaucoup plus courtes depuis 2 ans. Vous allez bien? Oui. Oui. On fait comme d'habitude. La ceinture est propre. On n'a pas besoin de la changer. Tous les 2 jours, une infirmière vient remplacer la poche artificielle qui sert désormais de vessie à cet octogénaire. Faut que je pense à vider ma poche. Hein? Mais par exemple, si j'y pense pas, si je discute ou je me balade, je monte dans la voiture. Là, quand je me plie, je me mets à genoux. Là, oh, ma poche est pleine. Je m'adapte à cette nouvelle vie avec ce matériel. C'est spécial, quoi. Parfait. Monsieur Bernard, à dimanche. Bon, et bien ma foi, à dimanche. De bonne heure, de bonne humeur. De bonne humeur. Allez, au is. Hop. Quand l'urologue lui a proposé l'ablation de sa vessie, Marc Bernard a tout de suite compris qu'il n'avait pas le choix. Si j'avais refusé de subir l'ablation de la vessie, c'était pas dépolluée, elle allait percer. Et puis, bon, j'allais mourir empoisonné, quoi. Son état de santé a commencé à se dégrader en 2017, quand le BCG est devenu de plus en plus rare. Ce vaccin, bien connu contre la tuberculose, soigne aussi le cancer quand il est injecté dans la vessie. Il y a eu une période, les dernières années, que j'allais me procurer à l'hôpital. Ben, on était obligé plusieurs fois de changer l'intervalle d'intervention. Le chirurgien avait prévu telle date, mais je ne pouvais pas récupérer le BCG. Il y avait un manque d'approvisionnement régulier de ce BCG à l'hôpital. Les Toubis m'a dit, il y en a marre, il faut attendre, ça peut être grave, enfin patati, patata. Marc Bernard est l'une des nombreuses victimes des pénuries de BCG. Au CHU de Lyon, l'urologue qui l'a opéré est contraint, depuis près de 10 ans, de rationner les doses pour des centaines de patients. On s'est retrouvé avec des patients de haut risque à leur donner un traitement et en sachant pertinemment que ça allait être insuffisant. On doit utiliser des traitements comme le BCG pour éviter les récidives surtout. Quand on fait ces cycles de traitement sur 2 ans, et c'est ça le plus important dans ce traitement, c'est d'avoir un entretien, eh bien, on arrive à diminuer de près de 60-70% le taux de récidive par patient. Le BCG intravésical est l'une des plus belles histoires de la recherche médicale française. 1921, l'Institut Pasteur met au point le vaccin qui va éradiquer la tuberculose, une découverte majeure du XXe siècle. Ses inventeurs ne déposent pas de brevet pour en faire profiter la planète. Un demi-siècle plus tard, un chercheur découvre que l'injection de ce sérum dans l'urètre est très efficace contre le cancer de la vessie. Le BCG, c'est vraiment le traitement le plus efficace. Ça a été une révolution pour le cancer de la vessie. 1994, l'ancêtre du laboratoire français Sanofi récupère cette formule magique et devient l'unique fournisseur qui la commercialise en France. Ça va, monsieur? Ça va. Ouais, donc il y a le petit passage un peu désagréable. Pendant près de 20 ans, de nombreux malades du cancer ont pu être sauvés. Jusqu'à cette période noire, où la pharmacienne de l'hôpital de Lyon a commencé à manquer du BCG Immucyst produit par Sanofi.
Là où je remonte, c'est l'information qu'on a reçue en juin 2012 qui nous informait que l'Immucyst était complètement en rupture. A priori, pour une problématique de qualité du produit qui ne pouvait pas être mis sur le marché, commercialisé, sur une usine, et il y en avait une seule qui honorait toute la fabrication pour le monde, qui se situe au Canada. Que s'est-il passé chez Sanofi, le fleuron pharmaceutique français? Pourquoi cette soudaine pénurie pour un vaccin que l'industrie sait produire depuis près d'un siècle? Dans ces ateliers de culture du bacille de la tuberculose, les inspecteurs de l'agence de contrôle américaine ont détecté des défaillances. Sanofi va remettre son usine canadienne aux normes, mais au fil des ans, les ruptures se multiplient. On n'a jamais eu pas de problème d'approvisionnement sur l'Immucyst. On n'est jamais revenu à un approvisionnement normal sur l'Immucyst. Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir l'infirmière du service d'urologie qui nous appelait vraiment très fréquemment pour savoir quelles étaient les quantités disponibles, combien de patients elle allait pouvoir traiter. Dans le service de Marc Colombel, les récidives augmentent. Les ablations s'enchaînent. Fin 2017, l'urologue publie une étude qui porte sur 400 de ses patients, dont la moitié a été victime des pénuries de BCG. Le taux de récidive augmente de 30%. Donc c'est significatif. Ça représente quand même beaucoup de patients. Quand on compare les deux groupes, eh bien, il y a plus de patients qui ont une ablation de la vessie des patients traités pendant la pénurie par rapport aux autres. À chaque pénurie, les pertes de chance sont considérables pour les malades. Mais en 2016, Sanofi annonce son intention de mettre un terme à la commercialisation du BCG à cause des difficultés de production. Au ministère de la Santé, le comité qui fixe les prix des médicaments avait pourtant accepté de revaloriser le tarif de l'anticancéreux, à la demande du laboratoire. Là, vous avez une partie de nos dossiers de produits, c'est-à-dire de médicaments, qui sont passés déjà par le CEPS pour fixer le prix. Dans ces archives se niche un beau contrat accordé à Sanofi. Une augmentation de plus de 170%. Le flacon de BCG est passé de 57 à 155 €. Mais ça n'a pas suffi. Et finalement, l'entreprise a décidé d'arrêter. Moi, je voulais simplement savoir ce que vous en pensez, en fait, de tout ça. Rien. Je ne sais pas pour quelle raison précise Sanofi est parti. Donc, il s'est retiré de ce marché. Encore une fois, peut-être que Sanofi avait des exigences de taux de marge qui n'étaient pas remplies. Peut-être que Sanofi avait d'autres priorités stratégiques. Ça a été examiné à l'époque par le CEPS. Sanofi est parti pour des raisons sur lesquelles je ne me prononcerai pas et que je ne connais pas aujourd'hui. Les pouvoirs publics n'ont rien pu faire. Les urologues français, eux, sont atterrés. C'est au Palais des Congrès à Paris qu'ils apprennent la nouvelle en novembre 2018, lors de leur colloque annuel. En coulisses, Yann Neusier, leur secrétaire général, est convoqué par 2 représentants du laboratoire. C'était prévu de faire un retour sur la remise en marché d'Immucyst, mais la première chose que nous a annoncé le représentant du laboratoire qui animait la réunion, c'est qu'il y avait cette décision prise au siège d'arrêter la production. Il y avait l'incompréhension des médecins, l'incompréhension des patients. Et quand un patient se sent lâché par l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore, pour ma spécialité en tout cas.
On ne s'attendait pas à ce qu'ils nous annoncent un arrêt définitif de la production. On s'attendait à ce qu'ils nous disent que ça allait continuer d'être pénible, qu'ils allaient avoir toujours des difficultés pour répondre à la demande. D'autant qu'on avait quand même bien cette notion que le produit avait été revalorisé au niveau monétaire sur le marché français. Donc on pensait que grâce à cette revalorisation, le laboratoire avait même des situations financières qui lui permettaient d'assumer quand même une vente. Nous avons sollicité Sanofi pour comprendre cette décision. Le laboratoire a refusé de s'expliquer devant notre caméra. Il nous a transmis ce mail. En 2011, Sanofi Pasteur a lancé des travaux de rénovation de ses installations au Canada. La revalorisation du prix dont vous parlez avait pour objet de prendre en compte l'augmentation spectaculaire du coût de production de ce produit. Mais il ne nous a pas été possible de fiabiliser un approvisionnement de manière stable et durable dans le temps. Sanofi n'aurait pas réussi à résoudre ces problèmes de production du BCG. Mais en aparté, ses représentants auraient livré à Yann Nezillet une version quelque peu différente. Pour Sanofi, clairement, lorsqu'ils vendent votre vaccin contre la grippe, ils empochent beaucoup plus d'argent que lorsqu'ils vous vendent du BCG ils vous vendaient du BCG pour la vessie. Ça nous avait été dit entre le café et l'éclair au chocolat, ce qui nous laissait entendre deux collègues du laboratoire Sanofi, c'est que c'était ce genre d'ordre de valeur, de 7 à 10% de marge sur le médicament, ce qui, à leur dire, a été quelque chose d'assez faible comparativement à d'autres collègues au sein du laboratoire qui travaillaient sur des médicaments beaucoup plus rentables. Pour compenser l'abandon du marché français par Sanofi, les autorités sanitaires ont passé un accord avec Medac, un laboratoire allemand. Pourquoi ce concurrent a-t-il accepté ce marché s'il n'était pas assez rentable? Nous l'avons enregistré à son insu. Pour nous, financièrement, c'est intéressant, sinon on ne le ferait pas. Nous, on a un tout petit labo en France, on a un petit labo au global, parce que à l'échelle du monde pharmaceutique, le groupe Medac, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est tout petit. Disons qu'on n'a pas les mêmes objectifs, j'imagine, de rentabilité quand on s'appelle Medac et quand on s'appelle Sanofi. Quelles sont donc les exigences de rentabilité du Big Pharma français, dont les profits ont été multipliés par plus de 4 l'an passé? Pendant 30 ans, Eliane Mandine a été chercheuse au sein du laboratoire Sanofi, qu'elle a quitté, dépitée, en 2014. Quand j'ai commencé à travailler, on était en dessous de 10%. Et on était très contents, parce qu'on était à 8 ou 10%. Mais c'était formidable. Déjà, c'était un secteur très porteur. Mais il fallait augmenter tout le temps. À partir des années 90, il fallait atteindre les 15%. Ensuite, il fallait atteindre les 20%. Donc je crois qu'on a atteint les 20%, c'était un peu avant les années 2010. Et puis, une fois qu'on a atteint les 20%, il fallait atteindre les 25%. Donc c'est toujours augmenter la rentabilité, c'est toujours augmenter les bénéfices. Donc il y a toujours une course, toujours. Eliane Mandine a développé de nombreuses molécules pour Sanofi. Mais à partir des années 2000, les travaux de recherche de cette biologiste auraient été de plus en plus contrariés. Les projets n'étaient plus forcément en relation avec les besoins en santé de la population. C'était des projets parce qu'à terme, cela allait être rentable. À la fin, c'était le marketing qui nous dirigeait. Les besoins en santé de la population devenaient une étude de marché. Les patients que nous servons nous inspirent à être pionniers. Nous sommes Sanofi. Les patients, mais aussi les traitements à gros chiffre d'affaires ou forte rentabilité, inspirent Sanofi. Comme les piqûres contre l'eczéma ou les vaccins. Des médicaments qui concernent des millions de patients rien qu'en France. Bien plus que le BCG et ses quelques 10 000 cancers de la vessie. Des progrès importants et mesurables ont été faits dans l'exécution de notre stratégie, nous rapprochant un peu plus de médicaments et de vaccins innovants.
Des traitements innovants sur lesquels le nouveau patron britannique a décidé de se concentrer. Les ambitions de cette stratégie ont été pleinement alignées et intégrées à notre stratégie Play to Win. Jouer pour gagner. Une stratégie lancée fin 2019 qui fixe clairement les priorités. Atteindre 30% de marge opérationnelle en 2022. Augmenter les dividendes. Ne plus se concentrer sur les classes thérapeutiques non stratégiques. Début 2021, les actionnaires ont perçu un montant record de 4 milliards de dividendes. Et de nombreuses recherches ou productions de médicaments auraient été abandonnées au grand désespoir des représentants du personnel. On a abandonné le cardiovasculaire, on a abandonné les anti-infectieux au titre que c'était pas une priorité financière de développer des antibiotiques parce que ça rapportait moins d'argent. Ils l'ont expliqué comme ça. Ils ont arrêté le diabète et là maintenant ils ont arrêté la neurologie, tout particulièrement les maladies d'Alzheimer et pratiquement aussi quasiment tout ce qui existait sur Parkinson. Et pourquoi le gouvernement ne fait rien ? Nous, on en appelle aux politiques, on en appelle à tous ceux qui peuvent agir sur la direction de Sanofi. Il faut que ça change, c'est plus possible, parce que la loi de l'argent ne va pas dans le sens de l'intérêt sanitaire. Un laboratoire qui réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires français grâce au remboursement de la sécurité sociale, a-t-il le droit d'abandonner des traitements essentiels ? Marisol Touraine était ministre de la Santé quand Sanofi a annoncé l'arrêt de la production du BCG. Elle admet une certaine impuissance des autorités. Si un laboratoire ne veut pas produire un médicament, vous ne pouvez pas l'obliger à produire un médicament. Les laboratoires ne sont pas nationaux. Et donc, ce sont des stratégies internationales, là encore, qui devraient pouvoir se mettre en place. Peut-être réfléchir à un arsenal juridique plus contraignant qui, en tout cas, oblige au maintien d'une dose de production suffisante. Nous avons sollicité l'actuel ministre de la Santé et sa direction générale. En vain. De son côté, Sanofi conteste avoir abandonné son BCG pour des raisons de rentabilité. En attendant, les pénuries continuent. Parfois, les ruptures d'approvisionnement des médicaments sont volontairement organisées pour faire gonfler les prix. Des pratiques dont le mari de Claudette Quérôme aurait été victime. Ce qui me révolte, c'est que mon mari n'a pas eu le traitement qu'il devait avoir. Je considère que ça a été une perte de chance pour lui. J'espère savoir un jour la vérité, parce que, évidemment, ça fait déjà 4 ans que j'attends. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je veux savoir la vérité. La vérité sur la pénurie du traitement du mari de Claudette se cache derrière la stratégie du laboratoire Aspen qui fabrique le Melphalan, vendu sous le nom Alkéran. Un laboratoire sud-africain qui le commercialisait en exclusivité partout en Europe, mais le distribuait au compte-gouttes depuis de nombreuses années. En 2016, quand les pénuries d'Alkéran sont devenues dramatiques, la ministre de la Santé a commencé à s'interroger sur les raisons de ces ruptures à répétition. On avait le sentiment assez désagréable que le laboratoire n'était pas très coopératif, pas transparent, ne jouait pas le jeu et en tout cas ne respectait pas l'obligation d'approvisionnement du marché français et ne respectait pas les obligations récentes de la loi de 2016 qui obligeait à informer l'Agence nationale de sécurité du médicament sur les ruptures d'approvisionnement, puisque ces ruptures, nous les avons découvertes par nos hôpitaux. En réponse aux demandes d'explication des autorités françaises, le laboratoire prétexte des problèmes de qualité qui l'empêcheraient de distribuer de nombreux lots. Nous envoyons des inspecteurs pour vérifier ce qui se passe. M'est revenue une note de l'Agence nationale de sécurité du médicament me disant qu'ils n'avaient pas identifié
de difficultés particulières ou de problèmes de défectuosité particulière pour les lots qui avaient été mis de côté. Voilà. Et donc, j'ai demandé à l'entreprise de nous renvoyer les lots qui avaient été retenus. Les lots bloqués par Aspen ne sont pas défectueux. Mais malgré les injonctions du ministère, les livraisons d'Alquéran se font toujours attendre. Quelque chose ne tourne pas rond, mais quoi ? En 2017, un an après les décès au CHU de Nantes, la Commission européenne s'empare du dossier. Pendant 4 ans, la Direction générale de la concurrence va enquêter sur Aspen. Elle vient de mettre au jour un vaste système de chantage utilisé par la firme pour faire flamber les prix de plusieurs anticancéreux dans 25 pays en Europe. Dans notre enquête, on a trouvé que Aspen était prêt à utiliser une série de tactiques, de stratégies pour augmenter les prix. Et ça comprenait des menaces. On a trouvé un document interne qui résumait assez clairement la stratégie pour toute l'Europe de négociation avec les autorités nationales. L'approche était vraiment accepter le prix demandé ou on retire le produit. La commission a récupéré des mails internes du laboratoire et peine à croire ce qu'elle découvre. Comme cette consigne envoyée par un cadre d'Aspen à tous ses commerciaux. Les prix doivent être augmentés. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'alternative. Si les ministères de la Santé dans chaque pays n'acceptent pas les nouveaux prix, on retire les médicaments de la liste des produits remboursables ou on arrête d'approvisionner. Aucune négociation possible. C'était la stratégie pan-européenne de négociation. On y va, on demande les prix et s'ils n'acceptent pas, on ne négocie pas. C'est take it or leave it. À prendre ou à laisser. Ces menaces ont-elles été mises à exécution? En Italie, les pénuries d'Alquéran débutent en 2013, bientôt suivies d'étranges augmentations de prix. L'autorité de la concurrence est alertée. Son directeur, Andrea Pezzoli, crée une cellule avec 3 enquêtrices qui passent au crible toute la correspondance d'Aspen. Elle découvre les méthodes de pression utilisées par le laboratoire pour spéculer sur les tarifs de ces anticancéreux. Comme dans cette lettre envoyée par Aspen à l'agence de santé italienne. Le début du bras de fer. C'est une priorité pour Aspen d'augmenter rapidement les prix de vente. Si aucune décision n'est prise dans la limite de temps indiquée, nous procéderons rapidement à la suspension de la commercialisation des produits en Italie à partir de janvier 2014. C'était une sorte de chantage. Si vous n'acceptez pas ma proposition, on quitte le marché italien. Et les augmentations de prix qu'il demandait allaient de 300%, 400%, jusqu'à 1500% pour certains traitements. Officiellement, le laboratoire met en avant un manque de rentabilité. Et comme en France, il invoque des problèmes de production. Sous ce prétexte, Aspen met en place des quotas d'allocation des stocks par pays. Les anticancéreux sont rationnés. Début 2014, les stocks italiens fondent. Dans ce mail, les cadres d'Aspen s'inquiètent. Ils sont peut-être allés trop loin. Je dois vous indiquer que les quotas d'allocation pour les flacons et les comprimés d'Alquéran sont nettement inférieurs aux ventes moyennes des 8 derniers mois. Cela pourrait avoir un impact sur la disponibilité et l'efficacité des traitements. Si l'agence sanitaire italienne découvrait cela, elle pourrait l'utiliser à notre désavantage. Ils ont créé des pénuries artificielles de médicaments sur le marché italien en les justifiant avec leur système de quotas. Comme par hasard, juste pendant la négociation des prix,
Ils ont livré moins de médicaments sur le marché italien. Ça a été un levier très puissant pour forcer l'agence sanitaire à accepter l'augmentation des tarifs. L'Italie va finir par céder. En interne, Aspen exulte. Prix cible atteint en Italie. Je suis heureux de vous communiquer que nous avons signé ce matin avec succès le nouvel accord de remboursement et de prix. Champagne. Veuillez vous préparer à une augmentation des quotas d'expédition. Considérez qu'en Italie, il n'y a plus besoin d'utiliser les quotas d'allocation des stocks. S'il y avait eu de vrais problèmes de production, il est extrêmement étrange qu'immédiatement après, l'approvisionnement est repris rapidement et qu'il n'y ait plus de pénurie. C'est donc la confirmation qu'il s'agissait bien d'une stratégie artificielle. Ils ont créé des pénuries artificielles de médicaments sur le marché italien. Et on parle de médicaments qui sauvent des vies. Pourquoi Aspen a-t-il pris le risque de mettre en danger les malades ? Ces anticancéreux étaient-ils si peu rentables ? Malgré notre insistance, son siège français n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ils sont tous intéressés, mais on a une grosse réorganisation qui s'opère et malheureusement, dans les 2 mois qui viennent, là, avec notre fin d'exercice fiscal, on ne va pas pouvoir être disponible. Les explications, c'est à Bruxelles que nous les avons obtenues. Partout en Europe, la Commission européenne a découvert des flambées de prix injustifiées de l'Alkéran. Jusqu'à 1500% en Italie, 6400% en Belgique, où la boîte de comprimés est passée de 1 à 65 €. Plus de 1366% en France, où elle a grimpé de 6 à 88 €. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune raison vraiment de expliquer ou de justifier une augmentation de prix d'une telle ampleur que nous avons vu dans presque tous les pays européens. La marge d'Aspen, en moyenne, était de 80%, ce qui est énorme, 3 fois plus élevé que la marge bénéficiaire d'autres entreprises du secteur. En mars 2021, la Commission européenne a imposé à Aspen une réduction de 73% des prix de ses anticancéreux. En Italie, le laboratoire a écopé d'une amende de 5 millions €. En France, pas d'enquête, ni d'amende. Pourquoi les pouvoirs publics n'ont-ils pas détecté la stratégie d'Aspen, pourtant évidente pour nos voisins italiens ? Le prix a augmenté de plus de 1000% à l'époque. Est-ce qu'on avait moyen de vérifier que finalement... Un laboratoire qui ment, comme n'importe quelle entreprise qui mentirait dans des relations avec l'administration, il faut qu'il assume ses responsabilités. Nous, on pose des questions qui sont suffisamment précises, suffisamment détaillées pour que les chiffres nous paraissent peu manipulables. Et puis, il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance, ou un maximum de confiance, entre les entreprises et l'administration. Je ne sais pas si les lots ont été purement et simplement retenus pour créer une pénurie artificielle. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, à l'évidence, le marché français aurait pu recevoir davantage de lots. En tout cas, nous aurions pu limiter les situations de pénurie. Et il a fallu de longs mois avant de revenir à une situation qui soit proche de la normale. Aucune poursuite n'a été engagée contre le laboratoire Aspen en France. Les familles des patients décédés ont uniquement porté plainte contre le fabricant du traitement de substitution pour homicide involontaire et administration de substances nuisibles, et contre l'Agence nationale de sécurité du médicament pour défaut d'information. Ça veut dire qu'il y a d'autres patients qui l'ont reçu, en fait, le traitement. Leur avocate, qui a défendu les victimes dans l'affaire du Mediator, déplore, une fois de plus, la passivité des autorités sanitaires françaises.
C'est quand même hallucinant qu'en termes de santé publique, un laboratoire qui ne respecte pas un délai de livraison dans des conditions aussi évidentes ne se retrouve avec, alors non seulement aucune sanction, mais qu'en plus on reste quasiment à attendre bouche bée le bon vouloir de l'intéressé. Enfin, c'est quelque chose qui paraît assez fou. Cette difficulté que l'État a eue à anticiper les décès de Nantes caractérise une carence de l'État. Pour moi, l'État a failli à ses obligations sanitaires. Sous le feu des critiques, les pouvoirs publics multiplient les annonces. La dernière en date nous vient du ministre de l'Économie. Il s'est engagé à relocaliser la fabrication de nos médicaments. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire. Les appels à projets pour la relocalisation industrielle sont ouverts. C'est 1 milliard d'euros qui sont sur la table pour toutes les entreprises industrielles qui voudraient créer une nouvelle ligne de production en France plutôt qu'à l'étranger. Pour inciter l'industrie pharmaceutique à fabriquer à nouveau nos médicaments en France, l'État a sorti le carnet de chèques. Des dizaines de millions d'euros pour les premiers élus, dont le laboratoire Séquence, qui a accepté de nous recevoir. C'est ici qu'on va implanter notre nouvelle unité de fabrication de principes actifs hautement actifs. L'État nous aide à l'installation de cette nouvelle unité qui va avoir pour objet de relocaliser en France des antiviraux et des anticancéreux. Et effectivement, ça fait partie des classes thérapeutiques qui sont régulièrement en rupture. Voilà. Alors effectivement, les antiviraux, on comprend assez facilement dans le cas de la crise sur le Covid-19. Et les anticancéreux sont aussi des molécules qui sont régulièrement en pénurie en France et en Europe. Des principes actifs touchés par les pénuries, mais pas n'importe lesquels. Des molécules innovantes sous brevet, vendues au prix fort. Ici, on ne relocalisera pas les vieux médicaments qui manquent le plus, comme les antibiotiques. Pour le président du syndicat français des fabricants de matières premières, ils ne sont pas assez rentables. On ne rapatriera pas tout. Et à ce jour, il n'y a pas eu de candidat à la rapatriation, ou à la relocalisation d'un certain nombre de ces antibiotiques, parce que les prix sont très bas. L'industriel, c'est avant tout un businessman et il va investir où il aura évidemment le plus de rentabilité. Pour produire ces nouveaux traitements à forte rentabilité, Séquence va bénéficier d'un joli coup de pouce du ministère de l'Économie. Pour l'ensemble de ses sites de production, ce laboratoire va percevoir 13 millions d'euros, soit près de 19% de ses investissements. Est-ce que le fait que ce soit financé par l'État français nous oblige à fournir une certaine quantité à la France et à faire passer la France avant les autres ? Non, on n'a pas ce type de clause dans les conventions d'aide qu'on a avec l'État français. D'accord. Et vous allez en réserver à la France ? Comment ça se passe en fait ? C'est une bonne question, mais non, on n'a pas de. Enfin, nous, on répond à la demande de nos clients. On fabrique sur le sol français, on répond à la demande de nos clients, mais à cette heure-ci, on n'a pas de quota français prévu sur cette unité. Pas de priorité sur les antiviraux et les anticancéreux produits sur ce site. Malgré le soutien de l'État, Séquence pourra accorder la primeur de ces nouveaux traitements aux patients des pays les plus offrants. Et voilà pour cette enquête signée Julie Lotz et Olivier Broutin. Bonsoir Madame Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, devant votre bureau à Bercy. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie, chargé donc de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi est-on incapable en 2021 de se procurer des médicaments qu'on pouvait encore facilement trouver il y a quelques années ? Le premier phénomène,
c'est le fait que beaucoup de brevets sont tombés dans le domaine public et que ça a entraîné un développement des génériques dans des pays à bas coût, en particulier la Chine et l'Inde. Et donc, on a vu partir des productions à bas coût au même moment où, dans les pays occidentaux, les politiques du médicament ont visé à négocier des prix de plus en plus bas sur des spécialités qui étaient considérées comme très banales. Elle vous inquiète, vous, l'aggravation de ces pénuries de médicaments? Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète à titre personnel? À titre personnel, évidemment, parce que c'est un enjeu sur lequel nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs années. Comme tout le monde, j'ai été confrontée à ma fille est allergique et l'Anapen, par exemple, qui est la piqûre d'adrénaline que vous faites en cas d'un choc anaphylactique, a été difficilement accessible pendant un temps. Donc je crois qu'on est tous concernés et c'est pour ça qu'on s'est saisi du sujet. Pour bien se rendre compte vraiment de l'ampleur de ce problème, je vous propose de regarder cette courbe. On se rend compte qu'en 2010, on était à moins de 100 médicaments qui étaient en rupture ou en pénurie. C'est passé ensuite à environ 400 en 2014 et aujourd'hui on est à 2446 en 2020. C'est vraiment considérable. C'est considérable, mais il faut peut-être retraiter l'effet Covid, parce que le Covid a mis de la désorganisation sur un phénomène de fond qui était en croissance. Si je peux me permettre, le Covid, c'est en 2020. Votre majorité est arrivée au pouvoir en 2017. On était à l'époque à 500. On est passé ensuite à 2446. Ça a plus que quadruplé ces 4 dernières années. Donc le Covid a bon dos quelque part. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez que la courbe, elle augmente très fortement à cette période-là. Mais elle augmentait déjà avant. Ce qui est très important pour nous, et c'est pour ça que le gouvernement s'est mobilisé sous l'égide du président de la République dès 2017, puisque nous avons lancé un comité stratégique des industries de santé, constatant qu'on avait perdu la moitié de nos parts de marché industrielles en France. La moitié de nos parts de marché entre 2008 et 2018. Premier constat. Deuxième constat, c'est celui qu'a posé le président de la République lui-même, c'est qu'on a eu une gestion comptable pendant des années du médicament. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai travaillé à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et on devait négocier d'arrache-pied des enveloppes pour payer nos médicaments et notamment les molécules innovantes. Et on va en sortir de cette vision comptable, justement C'est ce que nous avons fait en augmentant dans le budget de la loi de finances de sécurité sociale pour la première fois depuis des années la partie qui est réservée au budget des médicaments. Et sur la gestion des stocks, justement, on voit dans notre enquête que des pharmaciens se plaignent du faible stock dans les hôpitaux. On a l'impression que les stocks sont vraiment à sec. Alors, nous avons, suite au rapport du sénateur, passé un décret qui prévoit qu'on exige sur des principes thérapeutiques essentiels un minimum de stock de 2 mois, donc c'est un minimum. Mais et l'ANSM, je vais aller jusqu'au bout, l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur les médicaments qui sont les plus en risque de pénurie, peut exiger 4 mois de stock. Mais alors justement, le sénateur nous dit dans notre reportage que c'est de l'enfumage, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait des stocks minimum de 4 mois. On sait qu'en moyenne, les pénuries dans les hôpitaux sont en moyenne de 3 mois et demi. Et pourquoi on n'a pas fait tout simplement une durée de stock minimum de 4 mois? Je vais vous répondre. C'est pas exact, parce que nous, on l'a fait de manière extrêmement professionnelle et rigoureuse. On a regardé médicament par médicament, préparation par préparation. Il y en a avec lesquels 2 mois passent parfaitement. Il y en a où l'ANSM devra exiger plus. Et pourquoi on ne fait pas 4 mois obligatoires? Parce que cela a un coût pour les entreprises, et notamment il y a des PME qui sont aussi concernées, qui doivent faire ces stocks. Économiquement, c'est pas du tout évident pour ces entreprises de le faire. Il y a une autre explication, c'est que sur certains dispositifs, je pense certains anticancéreux, vous ne pouvez pas les conserver plus d'un certain temps. Et donc, 4 mois de stock, ça ne marche pas parce que votre médicament, il est obsolète au bout de 3 mois, par exemple. Pourtant, il y a d'autres pays comme la Finlande qui imposent une durée de stock minimum de 10 mois. C'était pas possible en France? Pas sur toutes les spécialités. Par construction, je vais vous donner un exemple. Les vaccins, vous ne pouvez pas les conserver plus de 6 mois. Donc, évidemment, vous n'avez pas de stock de 10 mois. Sur le problème des délocalisations, on sait qu'il y a 30 ans, environ 80% des principes actifs étaient produits en Europe. Aujourd'hui, la proportion s'est totalement inversée, c'est 80% produits en Asie. En Inde et en Chine. L'entreprise Séquence a eu la gentillesse de nous ouvrir ses portes. C'est une entreprise qui va relocaliser une partie de sa production. Et Julie Lotz, notre journaliste, pose une question toute bête, assez limpide, aux responsables de Séquence. Écoutez.
Est-ce que le fait que ce soit financé par l'État français nous oblige à fournir une certaine quantité à la France et à faire passer la France avant les autres? Non, on n'a pas ce type de clause dans les conventions d'aide qu'on a avec l'État français. On n'aurait pas pu rajouter une clause, ça paraît du bon sens, dans le contrat qui lie l'État français à Séquence pour obliger Séquence à fournir prioritairement la France? Non, puisqu'on ne sait pas utiliser ces principes actifs tels qu'ils sont. Il faut les transformer, les mettre dans une galénique, les transformer en médicaments. Le principe actif dont on parle, c'est 20%, non, c'est 5% du médicament. Donc les 95% restants, ils restent à fabriquer et c'est pour ça qu'on a une chaîne qu'il faut recréer. On a aussi parfois, on l'a découvert avec notre documentaire, parfois des pratiques plutôt curieuses des laboratoires. Vous avez vu l'histoire de ce laboratoire Aspen. On découvre qu'il a organisé une fausse pénurie, une pénurie artificielle pour faire chanter les autorités des États européens, dont la France. Moi, je suis très heureuse que la Commission européenne soit intervenue sur ce dossier et mené l'enquête, se soit appuyée sur les travaux de l'Italie notamment, qui avait relevé un certain nombre d'échanges tout à fait stupéfiants de cynisme. Comment vous qualifiez l'attitude d'Aspen en tant que ministre? Et qu'il soit aujourd'hui sanctionné, puisque le laboratoire a été sanctionné et parce qu'il a dû revoir à la baisse le prix de ses médicaments. Le laboratoire a été sanctionné en Italie. Il a écopé d'une amende de 5 millions d'euros. En France, il a été sanctionné en France puisqu'il a dû baisser son prix du médicament comme partout en Europe, mais il n'y a pas eu... Les autorités sanitaires françaises n'ont pas sanctionné Aspen. Parce que c'est une enquête qui a été menée à partir de l'Italie, mais qui est menée pour les 27 pays États membres. Donc il y a bien eu une intervention. Après, ça c'est un dossier qui a été géré par la précédente mandature et par le ministère de la Santé. Je peux me permettre, le résultat de l'enquête européenne date de janvier dernier ou février dernier. Tout à fait, mais comme vous le savez, l'Europe, lorsqu'elle est dans ces enquêtes-là, c'est elle qui prend le lead. Et s'il avait fallu intervenir, et ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, j'imagine, c'est pas un dossier que je maîtrise. Je suis pas ministre de la Santé et je n'étais pas dans le précédent gouvernement de 2012-2017. Alors, concernant l'histoire de ce laboratoire Aspen, de cette pénurie artificielle de médicaments, on a présenté les résultats de notre enquête à Claudette Kérôme, qui a perdu son mari suite à une rupture de stock. On lui a dit que vous étiez notre invité ce soir et elle a tenu à vous poser une petite question. On l'écoute. Madame la ministre, mon mari a été victime de la pénurie de Melphalan. Je sais maintenant que cette pénurie a été volontairement organisée par un laboratoire qui a fait pression sur les prix. C'est vraiment une pratique révoltante, je ne trouve pas d'autre mot. Suite au documentaire que nous venons de voir, est-ce que il sera envisagé des enquêtes complémentaires, voire des poursuites contre ce laboratoire? Alors, d'abord, je veux dire à cette dame que moi aussi, je suis révoltée. Tout ça n'est pas acceptable. Je ne suis pas spécialiste de droit sur ce sujet-là. Mais il ne pourrait pas y avoir une enquête administrative de la France et éventuellement une amende comme il y a pu y avoir en Italie. Mais l'enquête administrative, elle a eu lieu. Et ce que, je pense, veut cette dame, c'est autre chose. Elle parle d'autre chose. Elle ne parle pas d'amende, elle ne parle pas de baisse de prix. Elle est révoltée parce qu'au fond, si effectivement ce qui est présenté, c'est que c'est la raison du décès de son mari, il y a quelque part une forme de mise en danger de la vie d'autrui. Donc elle est parfaitement légitime à réclamer, je dirais, justice. Peut-être qu'elle souhaiterait aussi une sanction financière. On a regardé, d'après un décompte de France Asso Santé, il y a eu ces 3 dernières années seulement 5 sanctions prononcées contre des laboratoires pour des faits de pénurie, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, on est aujourd'hui à plusieurs milliers de pénuries chaque année. Écoutez, moi je vais être très humble, je ne suis pas ministre de la Santé et je peux vous dire en tout cas, parce qu'au ministère de l'Économie et des Finances, on a pris des sanctions contre des entreprises, contre des petites, contre des grandes, contre Google, pas plus tard que récemment, de plusieurs centaines de millions d'euros parfois. Et donc c'est un sujet sur lequel on est très clair dans notre tête, parce que si vous avez des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu, pourquoi voulez-vous que les autres se sentent obligés de les respecter? Ça pose un problème majeur. Bien, merci beaucoup, Madame Pannier-Runacher, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup. Et si ça vous intéresse, sachez que nos équipes de data journalistes ont mis en place un formulaire de recherche qui permet de savoir quel traitement et si vos médicaments sont concernés par des pénuries ou des ruptures de stock. C'est en ligne dès ce soir sur le site franceinfo.fr. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un tout autre sujet, un portrait enquête d'une personne, une femme qui sera peut-être d'ici là officiellement candidate à la présidentielle. Vous savez peut-être de qui il s'agit ? Dites-moi. Il s'agit d'Anne Hidalgo. Merci infiniment à Hugo Planier, à Séverine Lebrun à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Anthony Forestier à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2.